Bienvenue dans le débat consacré au Proche-Orient et en particulier à la réponse d'Israël après l'attaque de l'Iran. Un envoi inédit de 300 drones et missiles contre l'État hébreu dans la nuit de samedi à dimanche. Cette première attaque directe menée par l'Iran contre le territoire israélien était lancée en riposte, dit Téhéran, à une frappe contre le consulat iranien à Damas, imputé à Israël. L'Iran a dit considérer l'affaire close et mis en garde Israël contre tout comportement imprudent qui déclencherait une réaction bien plus forte de sa part. Israël a affirmé avoir intercepté avec l'aide des États-Unis 99% des projectiles. C'est une victoire militaire et politique pour Israël. Les États-Unis pressent néanmoins Benyamin Netanyahou d'éviter d'enclencher une escalade. Les États-Unis qui ne cherchent pas l'escalade mais continueront à défendre Israël après l'attaque de l'Iran, a déclaré aujourd'hui le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Cette attaque de l'Iran en Israël a-t-elle finalement marqué un véritable tournant? Quelle sera la riposte d'Israël? Quelles seront les réactions de la communauté internationale? L'escalade est-elle inévitable? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. Renaud Girard est avec nous. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Grand reporter, chroniqueur international au Figaro. Tous les mardis, votre chronique internationale, c'est dans le Figaro. Et demain, votre chronique, c'est reprendre une grande négociation avec l'Iran. Voilà votre chronique demain. Merci d'être là. Nous avons en direct de Tel Aviv Emmanuel Elbaz Phelps. Bonsoir à vous, journaliste aux médias israéliens Relevant et également ancienne journaliste au Haaretz. Bienvenue. Merci beaucoup. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'écouter l'ambassadeur iranien auprès des Nations Unies. Le régime des ayatollahs pense qu'Israël est comme une grenouille qui se laisserait mourir dans de l'eau bouillante, que nous nous habituons aux menaces contre notre survie et que nous ne réagirons que lorsqu'il sera trop tard. Ils se trompent. Vous vous trompez. Cette attaque a franchi toutes les lignes rouges et Israël se réserve le droit de riposter. Emmanuel Elbaz Phelps, on apprend à l'instant que le chef de l'état-major des armées israélien affirme qu'il y aura une réponse à l'Iran. Alors, quel type de réponse? On sait que le cabinet militaire s'est réuni. Est-ce qu'on est divisé ou pas en Israël? Sur la question d'une nécessité de réponse, apparemment, il n'y a pas grande division dans l'échelon politique israélien. Non seulement, comme vous l'avez dit, le chef d'état-major qui était en visite à la base militaire Navatim, qui est la base en fait qui a été touchée par certains missiles iraniens avec des dégâts assez légers, a dit aux soldats présents qu'en effet, il y aurait une réponse israélienne. Ce sont des choses qui sont confirmées aussi par les infos ce soir en Israël, le 20h, avec notamment des membres du Likoud qui auraient eu un entretien avec Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, qui leur aurait dit qu'il y aurait une réponse, mais que cette réponse ne devait pas être spontanée, mais intelligente. Et apparemment, eux comprennent qu'il y aurait envie d'une coordination ou d'un soutien américain. Et donc vraiment là, la question est quelle sorte de réponse possible, puisque les États-Unis ont bien dit à Israël qu'ils seraient là tout le temps pour la soutenir dans sa défense, mais qu'ils ne prendraient pas part à une riposte israélienne en Iran, puisqu'ils veulent absolument éviter une escalation des tensions et une guerre régionale. Donc il y a énormément de possibilités de réponse. Ça peut être une réponse sur le sol iranien. Aujourd'hui, on voit dans le Washington Post que des officiels israéliens disent qu'une réponse serait en fait porter un dégât à une infrastructure, mais ne pas toucher, de pas causer de pertes humaines pour ne pas mener vers une guerre régionale. Il y a aussi la possibilité de frapper l'Iran via ses proxys, via certaines branches de l'empire iranien et pas directement sur son sol. Ça me paraît un petit peu moins probable. Et il faut peut-être aussi penser dans la durée. Est-ce que cette réponse viendra rapidement? On ne le sait pas. Oui, donc Renaud Girard, effectivement, réponse oui. Quelle réponse? Massive, sur le territoire iranien ou pas, de faible intensité? Tout doit être calculé? Oui, tout doit être calculé, sauf si on suit les faucons d'extrême droite, il y en a certains dans le cabinet israélien, et qu'on veut tout de suite le grand règlement de compte. Et vous savez que le néoconservateur le plus extrême aux États-Unis, qui s'appelle John Bolton, a lui-même préconisé que les Israéliens aillent bombarder les sites nucléaires iraniens. Ce qui provoquait évidemment une guerre dans tout le Moyen-Orient aux conséquences incalculables. Et pourquoi Israël irait-il si loin?
Eh bien parce que, alors il est sûr que c'est une préoccupation de Benjamin Netanyahou, c'est une préoccupation, c'est que depuis que les Américains sont retirés unilatéralement de l'accord nucléaire de juillet 2015, eh bien l'Iran, qui est toujours sanctionné, parce que normalement il devait obtenir pour sa modération l'enlèvement des sanctions, eh bien l'Iran a décidé de reprendre vraisemblablement son programme nucléaire militaire. Alors, Benjamin Netanyahou a dit plusieurs fois que c'était un risque existentiel pour Israël et les Occidentaux ne souhaitent pas également que l'Iran devienne une puissance nucléaire parce que ça provoquerait, cette prolifération provoquerait immédiatement l'acquisition de l'arme nucléaire par les voisins, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, les Émirats, la Turquie, l'Égypte, et donc une situation qui serait stratégiquement devenue complètement incontrôlable avec des possibilités de méprise pouvant conduire à une apocalypse nucléaire régionale. Mais le risque, c'est tout de même une escalade dangereuse pour utiliser. Oui, alors ça serait très dangereux, Et je pense que les Américains font tout pour dire aux Israéliens, attention, après tout, ce sont quand même les Israéliens qui ont commencé en prenant cette mesure inédite de bombarder une enceinte diplomatique. Donc je pense que les Américains font tout pour dire aux Israéliens de modérer leur réponse. On va écouter justement le chef de la diplomatie iranienne. Au lieu de lancer des accusations, les pays occidentaux devraient apprécier la retenue et les actions responsables de la République islamique d'Iran en faveur de la stabilité et de la sécurité dans la région. Les pays occidentaux devraient répondre devant l'opinion publique des mesures qu'ils ont prises contre 7 mois de crimes de guerre commis par Israël. Les Iraniens aimeraient bien que ça s'arrête là. C'est un peu ça le message de Téhéran. Emmanuel Elbaz Phelps, est-ce que Netanyahou a intérêt à ouvrir un nouveau front? Est-ce qu'il a les moyens de mener une guerre sur plusieurs fronts et de risquer l'embrasement? Alors, d'abord, il faut bien prendre en compte la guerre des nerfs. Parce que Netanyahou, pour l'instant, a tout intérêt à dire aux Iraniens qu'il a l'intention de frapper et de riposter à l'attaque iranienne. Il faut bien comprendre que cette attaque iranienne, vous l'avez dit au début, elle a été déjouée de façon assez extraordinaire par l'armée israélienne et puis aussi par ses soutiens, les Américains, mais pas seulement. La France, la Grande-Bretagne et l'Arabie saoudite et la Jordanie qui ont vraiment pris part à l'effort et qui ont permis de déjouer 99% des tirs. Donc là-dessus, il y a vraiment une réussite assez extraordinaire de l'armée israélienne. Mais le fait que l'Iran se soit permis d'attaquer de son territoire Israël avec autant de tirs, ça c'est un échec de la politique Netanyahou, puisqu'il s'était mis 2 objectifs dans sa carrière politique. C'était de démanteler le Hamas bien avant la guerre du 7 octobre, déclenchée par le Hamas, organisation terroriste, mais c'était aussi de contrer le régime des ayatollahs qui a toujours déclaré vouloir anéantir Israël de la carte, effacer Israël de la carte. Et là on voit bien que la frappe énorme, cet attentat terroriste énorme du 7 octobre est donc mené par le Hamas, qui est financé par l'Iran, et l'Iran ensuite se permet donc d'attaquer Israël de cette ampleur. Donc il y a aussi cet échec. Et les Israéliens, dans la nuit de samedi à dimanche, étaient sur les nerfs, étaient près des abris, attendaient l'attaque. Il y avait pendant plusieurs jours une tension énorme en Israël. Et ça aussi, c'est un échec de la sécurité israélienne, surtout après cette faille du 7 octobre où les Israéliens avaient besoin de voir que leur armée était à la hauteur. Donc, à ce niveau-là, Benjamin Netanyahou a besoin de reconstruire cette déterrence israélienne et aussi son statut de monsieur sécurité. Mais, et puis, il y a aussi l'analyse politique qui vous dit bien que Netanyahou, en réalité, qui est, on voit bien dans les sondages, en fin de carrière, c'est-à-dire que le public israélien, de manière majoritaire, veut qu'il y ait des élections. La divergence est de savoir est-ce que les élections doivent se mener maintenant ou doivent être menées après la guerre. Mais qu'est-ce que c'est cette après-guerre?
quand va arriver cette après-guerre. Et Netanyahou a bien dit qu'il répondrait à toutes les questions, mais seulement après la guerre. Donc, on peut, de façon très cynique, se dire qu'il a l'intérêt à ouvrir un nouveau front pour pouvoir faire durer une guerre qui lui permette de rester en poste. Mais il ne faut pas oublier que l'armée est encore à Gaza, qu'il y a le Hezbollah, qui est une des branches du régime iranien, et que les tirs du Liban vers Israël et vice-versa ont lieu tous les jours. Aujourd'hui, il y a 4 soldats israéliens qui ont été blessés par le Hezbollah. Donc, ouvrir un nouveau front et une guerre régionale avec l'Iran, non, pour l'instant, ce n'est absolument pas quelque chose que Israël veut prendre en compte et veut faire. Ce serait donc une frappe, si elle a lieu, puisqu'il faut bien comprendre qu'il y a aussi une guerre psychologique, ce serait une frappe qui serait une frappe ciblée qui... Israël ne voudrait pas qu'elle mène à une guerre beaucoup plus large au niveau de son ampleur. Et c'est le risque du jeu de la guerre. On ne sait pas à quel moment ça peut dégénérer et escalader. On ne sait pas à quel moment ça peut dégénérer. Ça reste toujours la question. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, Renaud Girard. Un mot tout de même. L'Iran avait prévenu Israël via quoi? Via Oman et via l'Irak qu'ils allaient frapper directement Israël. En tout cas, l'Iran avait prévenu effectivement tous les pays de la région, et donc les pays de la région ont prévenu eux-mêmes Israël et les Américains. Donc en fait, tout le monde savait. Pourquoi? Ben justement parce que les Iraniens voulaient être sûrs qu'on restât au niveau du message géopolitique, c'est-à-dire qu'on en est encore à des frappes ou des actions qui ne sont pas là pour vraiment tuer ou détruire, mais qui sont là pour passer un message. C'était massif, le message, quand même. Hein, voilà, c'était massif, mais tout le monde sait, c'était massif. Mais en fait, la principale carte militaire de l'Iran dans la région n'a pas été utilisée. C'est le Hezbollah. Le Hezbollah, en revanche, a des milliers et des milliers de missiles. Il est tout proche d'Israël. Et là, ça aurait pu faire beaucoup plus mal, si vous voulez. Et ils auraient pu beaucoup plus facilement saturer l'espace aérien israélien. Mais ça reste encore une option, Renaud Girard. Évidemment. Une riposte très forte de la part du Hezbollah, si Israël... Si le Hezbollah lance 1000 missiles en même temps, moi j'étais en 2006, lorsque le Hezbollah lançait ses missiles contre Israël, Israël ne pouvait pas les arrêter, si vous voulez, parce qu'il saturait les défenses aériennes d'Israël. Donc c'est exprès une réplique, je dirais, à la fois télégraphée et mesurée de l'Iran, parce qu'ils savaient très bien que les Américains et surtout les Israéliens avaient les moyens de détruire ces drones qui étaient envoyés sur Israël et sur des objectifs militaires en Israël. Un mot sur la France qui a procédé à des interceptions de missiles et de drones iraniens visant Israël. On va écouter Emmanuel Macron. Donc nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc, essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, accroître les sanctions, renforcer la pression sur les activités nucléaires et puis retrouver un chemin de paix dans la région. C'est aussi pour cela que nous appelons à la prudence sur Rafah et que nous avons demandé une trêve conduisant au cessez-le-feu pour pouvoir procéder aux opérations humanitaires. Accroître les sanctions, ça serait ça la réponse de la France, Renaud Girard? Ben écoutez, la France pourrait accroître les sanctions, mais de toute façon, comme les Américains n'ont pas levé leurs sanctions, aucune firme française, parce que les firmes françaises sont autorisées à continuer à faire du commerce avec l'Iran, n'est-ce pas? Mais elles ont tellement peur des États-Unis et des contreparties américaines qu'elles ne le font pas. Donc en fait, les sanctions qu'ont voulu réappliquer les Américains en 2018, eh bien les Européens sont obligés de fait de les appliquer. Non, je pense que la phrase importante du président Macron, c'est trouver un chemin de paix. Oui. C'est-à-dire un chemin de paix, et c'est pour ça que moi j'appelle un règlement, une architecture de sécurité globale du Moyen-Orient qui traiterait à la fois, une fois pour toutes, le problème, la question palestinienne, et aussi, évidemment, une grande conférence internationale. Hein, la question de l'ingérence iranienne chez ses voisins. Emmanuel... Il faut demander aux Iraniens, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Mais il faut dialoguer avec eux. Ouais. Dialoguer, ça ne veut pas dire se courber. Emmanuel Elbaz, Phelps, une dernière réaction. Il faut dialoguer avec l'Iran, dit Renaud Girard. Qu'est-ce qu'on dit du côté d'Israël?
Non, je crois que ça c'est clair qu'Israël est loin d'être prête à dialoguer avec l'Iran, comme l'Iran est loin d'être prêt à dialoguer avec Israël. Ce qu'on peut retenir sur le plan politique et géopolitique de ces derniers jours, c'est que cette coalition de défense aérienne qui a eu lieu, et donc avec les États-Unis, Israël, la France, la Grande-Bretagne, l'Arabie Saoudite et la Jordanie, entre autres, c'est une coalition que beaucoup au sein d'Israël, notamment le ministre Benny Gantz, appelle à renforcer, et aussi le ministre de la Défense Yoav Gallant. C'est une coalition qui est menée depuis plusieurs années par les États-Unis, qui a été mise en œuvre cette première fois dans la nuit de samedi à dimanche, de façon vraiment avec un grand succès de riposte, de réponse pour pouvoir arrêter les missiles iraniens. Et l'ambition géopolitique, ce serait de pouvoir étendre cette coalition de défense peut-être plus largement et peut-être ce qu'il faudrait certainement faire, c'est aussi l'étendre à un niveau politique, géopolitique, pour arriver à résoudre le problème régional et à mener une stabilité dans la région. Évidemment, ça doit venir aussi par mettre fin à la guerre à Gaza, à libérer les 133 otages israéliens qui sont encore sous les tunnels tenus par le Hamas et pouvoir enfin trouver un début de solution pour stabiliser la région. Mais je crois malheureusement qu'on en est encore très loin. Merci. Mais c'est vrai que c'est un grand succès géopolitique d'Israël, cette coalition, et le fait que la Jordanie et l'Arabie Saoudite et les Émirats aient participé à la défense du territoire israélien est un succès diplomatique d'Israël. Et a priori, ils ne vont pas s'arrêter là. En tout cas, Dixit, le chef de l'état-major des armées israéliennes. Merci beaucoup, Emmanuel Elbaz Phelps, d'avoir été avec nous ce soir dans ce mini-débat, mais très intéressant. Merci beaucoup, Renaud Girard. Merci à vous tous d'avoir suivi. Vous retrouvez le débat sur les réseaux sociaux.